J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Patrick Hetzel pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, orientation et réussite des étudiants. Voilà un projet de loi qui porte un joli titre et un objectif aussi important que nécessaire. Hélas, pardon de le dire ainsi ex abrupto, mais c'est une chronique d'un texte largement inachevé. Pourquoi ? D'abord, vous agissez dans la précipitation. En faisant cela, vous prenez des risques et surtout, vous allez en faire prendre à beaucoup d'acteurs dans le système, dont avant tout, évidemment, les bacheliers et leurs familles, qui seront, hélas, les cobayes d'une expérimentation conduite à marche forcée pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire qui va devoir être opérationnelle dès janvier, soit dans moins d'un mois. Tout cela n'est ni raisonnable ni sérieux. Ensuite, manifestement, vous basez vos analyses sur des données partielles et erronées. Ainsi, vous faites peu de cas du rapport du mois d'octobre dernier de la Cour des comptes concernant effectivement le système admission post-bac et qui indique bien qu'il faut procéder à des améliorations et non pas un changement de fond en comble comme vous le préconisez. De plus, lorsqu'on vous interroge, Madame la Ministre, vous nous dites « Faites confiance au gouvernement ». Comprenez bien que même si notre rôle n'est pas d'être dans la défiance permanente, il est tout de même d'être vigilant et de contribuer en tant que législateur à sécuriser les dispositifs, y compris juridiquement. Un certain nombre d'éléments mériteraient d'être inscrits dans le dur, dans le texte législatif. Or, vous repoussez systématiquement, avec votre majorité, des amendements qui clarifient, précisent, explicitent juridiquement les choses et, par voie de conséquence, contribue à la pérenniser. J'ai eu l'occasion de le dire en commission, hélas, un ministre n'est pas éternel, c'est la loi qui assure la pérennité. Enfin, si je cherche à avoir une vision synoptique de ce texte, je dirais qu'il y a une typologie assez explosive de mesures gouvernementales dont on a beaucoup de mal à comprendre la cohérence et surtout la logique. Je pense qu'en creux, votre approche est hélas kafkaïenne et je pèse mes mots. En effet, certaines mesures sont visiblement des demi-mesures, comme la manière dont vous envisagez l'entrée dans l'enseignement supérieur. D'autres vont créer plus de problèmes qu'elles n'en résoudront, comme la question de la sécurité sociale étudiante, où vous ne semblez pas vous préoccuper du tout des questions de financement. Vous avancez que vous allez ainsi redonner du pouvoir d'achat aux étudiants. Mais ce que vous ne nous dites pas, c'est que vous n'allez pas dégager de pouvoir d'achat pour tous les étudiants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les étudiants boursiers sont déjà exonérés et donc ne bénéficieront pas de cette mesure. Les mutuelles étudiantes s'occupent aussi de prévention à destination des étudiants, évidemment en matière de santé. Et il y a là un certain nombre de sujets spécifiques au milieu étudiant. Cette question est une question importante. Qui va s'occuper de cela à l'avenir ? De même, faire désormais gérer la sécurité sociale des étudiants directement par la Caisse nationale d'assurance maladie et le régime général pose vraiment question. Si la gestion de la CNAM donnait satisfaction à nos concitoyens, clairement, cela se saurait. En fait, vous risquez ici de créer plus de difficultés que vous n'allez en résoudre. D'ailleurs, le gouvernement a une approche assez soviétique des choses en matière de sécurité sociale. Il y a des interrogations sur la sécurité sociale étudiante. Eh bien, on supprime la délégation de service public des mutuelles étudiantes, faisant fi du rapport de la CNAM elle-même qui montrait que d'importants progrès avaient été faits par des mutuelles dans un passé récent. Il y a des critiques sur le RSI. Eh bien, on supprime le RSI et l'on intègre les indépendants, plus de 3,5 millions de dossiers dans le régime général. Il faut y ajouter évidemment les 1,8 million d'étudiants. C'est irréaliste que de penser
que cela se fera sans problème technique. Vous allez avoir plus de 5 millions, pratiquement 6 millions de nouveaux arrivants dans ce régime général. Là encore, vous dites aucun problème, faites-nous confiance. Nous avons, si vous le permettez, quelques doutes, d'autant plus que jusqu'à présent, le régime général n'a pas montré qu'il fonctionnait de manière optimale. Je vous invite à lire un certain nombre de rapports faits sur ce sujet. Dans la même veine, il y a des difficultés, évidemment, avec des filières en tension, où le nombre de places est limité. Il faut faire mieux que le tirage au sort. Eh bien, on remet en cause tout APB, alors que le problème, comme l'indique merveilleusement bien le rapport de la Cour des comptes, ne concerne que quelques filières et qu'il suffisait d'avoir un peu de courage politique pour indiquer que ces filières seraient sélectives et que l'on mettrait explicitement en place des prérequis. Plus grave encore, il y a des sujets que vous glissez sous le tapis et que vous n'abordez absolument pas. Ainsi, il y a des places vacantes dans les universités. En d'autres termes, certaines filières sont sous tension et d'autres ont des places disponibles. Là encore, un peu de courage politique consisterait à inciter les universités à faire évoluer leur offre de formation. Car, encore une fois, Madame la Ministre, c'est vous qui contractualisez avec les universités. Et là aussi, cela peut vouloir dire qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre de formation et la demande de formation. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est un problème d'orientation. Et là encore, vous n'allez, une fois de plus, pas au bout des choses, car il faudrait alors prendre ce problème à bras-le-corps et intensifier l'orientation et l'information dès le lycée pour que les bacheliers s'orientent mieux. Pour cela, il faudrait davantage impliquer évidemment votre collègue de l'enseignement scolaire, mais surtout, il faudrait mobiliser des ressources extérieures, comme par exemple les branches professionnelles, dont certaines se plaignent d'ailleurs de ne pas trouver suffisamment de jeunes diplômés disposant des compétences requises. Ces dernières sont même volontaires pour intervenir en matière d'information et d'orientation auprès de nos lycéens. Pourquoi n'allez-vous pas dans ce sens ? De la même manière, vous restez très frileuse, Madame la Ministre, sur la communication des chiffres concernant les taux d'insertion de chaque cursus. Pourquoi refusez-vous nos amendements sur ce sujet ? C'est objectivement incompréhensible. Tout comme on peut légitimement se demander pourquoi vous n'abordez pas la question de l'évolution de la dotation des établissements d'enseignement supérieur, non seulement à l'activité, c'est-à-dire en fonction du nombre d'étudiants inscrits, mais aussi à la performance, c'est-à-dire en fonction de l'atteinte de certains objectifs. Ainsi, à titre d'illustration, si vous vous attaquiez réellement à la question de la réussite étudiante, il faudrait avoir le courage de dire aux universités que leur dotation pour les inscrits en première année de licence ne sera pas calculée en fonction du nombre d'inscrits en septembre, mais en fonction du nombre d'étudiants qui seront encore physiquement présents à l'université en janvier. Car là encore, vous avez été présidente d'université et vous savez parfaitement qu'il y a des filières où les taux d'évaporation, comme cela est dit pudiquement dans le milieu, sont très importants. Vous le voyez, il y a vraiment à redire sur votre texte et la précipitation avec laquelle vous agissez est problématique. Nous avons identifié un autre angle mort important de votre approche. En effet, fort heureusement, depuis quelques années, notre enseignement supérieur français s'est aussi fortement investi dans le domaine de certaines de ces formations par apprentissage. Évidemment, c'est très heureux. Ceci est évidemment une très bonne chose, car cela permet aux étudiants d'avoir une parfaite alliance entre théorie et pratique, tout en étant salariés, c'est-à-dire disposer de ressources. Au 24 septembre de cette année, Admission Post-Bac faisait apparaître 2471 formations sous statut d'apprentissage, sur un ensemble de 12 900, avec une offre de places de 46 147 places, dont à peu près la moitié dans des établissements publics. Or, Admission Post-Bac s'est arrêtée fin septembre et les contrats d'apprentissage peuvent être enregistrés dans les centres de formation d'apprentis jusqu'en décembre. Il était donc impossible, en l'état actuel des procédures en vigueur en 2017, d'avoir des données précises via Admission Post-Bac pour l'apprentissage, d'autant que certaines formations post-bac en apprentissage ne sont pas inscrites dans APB.
Ainsi, à la clôture des signatures de contrats, il serait également utile de faire un recensement national des bacheliers finalement inscrits dans ces formations et qui libèrent parfois des places ailleurs après quelques semaines de cours, y compris d'ailleurs dans des formations en tension. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des candidats ayant obtenu une affectation dans admission post-bac sur une formation hors apprentissage se retrouvent finalement en apprentissage quelques mois plus tard, et singulièrement des bacheliers professionnels qui s'étaient pourtant inscrits dans un cursus de licence universitaire sont dans cette situation-là. Là encore, le temps ne serait-il pas venu pour assurer une meilleure remontée des informations finales concernant les bacheliers et tout particulièrement les bacheliers professionnels? Pour cela, il faudrait aussi s'assurer que l'identifiant unique de chaque bachelier soit bien généralisé dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Mais rentrons maintenant un peu plus encore dans le détail de vos mesures, Madame la Ministre. Notre premier sujet d'inquiétude était évidemment la disparition d'admission post-bac. En effet, la réduction du nombre de vœux maximum de 24 à 10 est catastrophique. Personne ne comprend cette décision. Même notre collègue Cédric Villani a expliqué dans une excellente interview parue voici quelques jours dans Le Monde quelles étaient les vertus, notamment des algorithmes d'admission post-bac. De même, Bernard Querette, qui est à l'origine de l'outil, est très critique également dans un article du Monde. Vous vous appuyez sans doute sur le fait que les candidats faisaient en moyenne 7 vœux sur admission post-bac. Mais Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une moyenne, cela ne veut rien dire en tant que tel en statistique, tout dépend de la variance. Évidemment, certains candidats ne faisaient qu'un vœu, mais un peu plus de 20% d'entre eux en ajoutaient bien plus de 10 à leur liste. Du coup, avec votre décision, un bachelier sur 5 va être pénalisé. Il faut que cela se sache, car pour le moment, les familles n'ont pas encore conscience de ce qui les attend, ni les bacheliers d'ailleurs, peut-être heureusement pour vous. En somme, vous leur demandez de pratiquer l'autocensure. Belle performance pour une réforme qui est censée donner plus de satisfaction aux bacheliers, selon vos dires. Vous êtes en réalité en train de brider notre jeunesse, car avec ce que vous leur proposerez, ils ne mettront plus que des formations qu'ils estiment accessibles. A contrario, certains élèves ne choisiront que des formations sélectives très demandées. Oui, Madame la Ministre, il n'y a pas d'homogénéité liée au nombre de choix dans une cohorte de bacheliers. Elle est, pour utiliser encore une fois un terme statistique, plurimodale. En somme, vous êtes en train de nier la réalité. C'est tout de même fort de café, eu égard au portefeuille ministériel dont vous avez la responsabilité, Madame la Ministre. Selon l'estimation de M. Querette, avec cette réduction du nombre de vœux, ce seront plus de 7000 candidats supplémentaires qui n'auront aucune proposition d'admission par rapport à la session 2017 d'admission post-bac, en faisant une simulation sur les données disponibles pour 2017. Ceux qui se retrouvent dans ce cas sont toujours ceux ayant fait le moins de vœux. En la matière, l'on sait que ce sont dans les milieux les moins favorisés socialement qu'ils seront les plus pénalisés. Et ce point-là, vous n'y apportez aucune réponse. Et là encore, c'est extrêmement inquiétant qu'on nous dit « tout ceci est au nom d'une plus grande justice sociale ». Permettez-nous de douter franchement de cette question-là. Une autre erreur monumentale est la suppression de la hiérarchisation des vœux des candidats, donc la disparition de l'algorithme d'affectation. Les chercheurs qui ont été auditionnés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et d'ailleurs sous l'égide de notre collègue Cédric Villani, ont pourtant très clairement alerté sur ce point. Le processus d'affectation au fil de l'eau, tel qu'il est prévu dans Parcoursup, sera terriblement long. Il sera bien plus stressant qu'admission post-bac pour les candidats et leurs familles. C'est inquiétant aussi pour les établissements qui n'auront pas une bonne visibilité sur le remplissage de leur formation. Ils devront patienter avant de donner leurs effectifs stabilisés. En effet, les candidats auront 7 jours pour répondre à une proposition d'admission. La plupart laisseront passer 3 ou 4 jours, évidemment, avant de répondre. Et sans oublier les candidats qui répondent par un « oui » définitif avant finalement de changer d'avis. Sous admission post-bac,
la hiérarchisation des vœux permettait de faire une semaine avant l'affichage des propositions aux candidats une simulation du remplissage des formations. Les établissements pouvaient ainsi anticiper. Pour l'an prochain, certains s'interrogent sur les problématiques liées au surbooking. Les places seront libérées selon un processus beaucoup plus lent et avec beaucoup moins de visibilité. Par ailleurs, Madame la Ministre, vous avez annoncé que le calendrier des réponses aux candidats serait avancé à fin mai, au lieu de juin. Ce choix est également incompréhensible. Et là aussi, le rapport dont il a été question à de nombreuses reprises, le rapport du recteur Filâtre, qui vous a été remis en octobre 2017, indiquait clairement que donner les propositions d'admission avant les épreuves du baccalauréat était source de stress pour les lycéens. Par ailleurs, le groupe de travail de l'inspectrice générale Durand vous avait également recommandé de laisser les candidats passer le bac tranquillement. C'était le cas sur admission post-bac, et ceci jusqu'en 2014, avant que la ministre ne demande à avancer le calendrier au 8 juin, ce qui était déjà trop tôt. Mais pour finir avec admission post-bac, la CNIL souhaitait qu'une part d'humain soit ajoutée à APB. En effet, ce que reprochait la CNIL à admission post-bac, c'est que le fait que la machine classait les candidats en licence de façon automatique sans intervention humaine avec tirage au sort était problématique. Ce n'est pas un humain qui répondra à chacun des candidats. Notre excellent collègue Cédric Villani s'est d'ailleurs exprimé en ce sens sur ce point. Quand je disais que tout ceci est kafkaïen, c'est que l'origine de ce texte, ce sont les reproches formulés par la CNIL sur l'algorithme de classement. Elle recommande une intervention humaine et vous trouvez le moyen de ne pas répondre aux seuls reproches d'irriement formulés par la CNIL. Il fallait le faire. Car quoi que vous disiez, Madame la Ministre, vous savez bien que les universités vont très vite utiliser des algorithmes pour traiter le nombre volumineux de dossiers. Et d'ailleurs, un certain nombre d'expressions publiques de présidents d'université, y compris de responsables de la CPU, sont clairement allées dans ce sens. Venons-en à l'article 2 de la loi, qui prévoit l'extension du dispositif meilleur bachelier, lequel permet à 10% des meilleurs bacheliers de chaque lycée d'accéder à la filière de leur choix. Non seulement il n'existe au moment où nous échangeons sur cette question aucune évaluation de ce dispositif, mais d'importantes controverses existent même à ce sujet. Pour certains experts, il n'est pas la meilleure voie pour permettre aux jeunes méritants de toutes origines sociales de ne pas connaître d'inégalités, bien au contraire. Ils pensent même que ce dispositif contribue à les accentuer. Ainsi, ces experts considèrent qu'il serait bien plus pertinent d'appliquer ce quota aux bacheliers que l'on considère comme primo-bacheliers, c'est-à-dire dont aucun des parents n'était titulaire du baccalauréat. Vous aviez là une occasion fantastique de faire évoluer un dispositif, vous passez là à côté d'une excellente opportunité de le faire. De même, il existe un dispositif extrêmement intéressant et pertinent pour aider les jeunes de milieux défavorisés à progresser et à être ambitieux pour le parcours dans l'enseignement supérieur. Il s'agit des cordées de la réussite. Ce dispositif a fait ses preuves. Il a été positivement évalué. Pourquoi ne pas l'institutionnaliser en l'inscrivant désormais dans le Code de l'éducation? Là encore, quel manque d'ambition. Je ne reviendrai plus sur l'article 3 concernant la sécurité sociale étudiante que j'ai déjà abordé dans mes propos introductifs, si ce n'est pour déplorer que la mesure risque de coûter plus cher puisque le coût de gestion des dossiers par la CNAM est supérieur à celui des mutuelles étudiantes. Là aussi, cela a été indiqué dans un rapport parlementaire de notre collègue Jean-Pierre Door au titre de l'AMEX. Avec l'article 4, vous prévoyez, Madame la Ministre, la création d'une cotisation qui se substituera au droit de médecine préventive et elle donnera également accès aux activités sportives et culturelles de la faculté. Une dernière partie de cette nouvelle cotisation servira à nourrir le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes,
qui finance les projets personnels hors cursus. Cette cotisation sera acquittée par les étudiants auprès des Crous, qui les reverseront aux universités. L'ajout des Crous dans le dispositif n'a aucune justification et risque d'entraîner une perte de fonds par l'existence de frais de gestion. D'ailleurs, à ce titre, aucun dispositif de contrôle de la gestion des fonds n'est prévu dans le texte. À l'article 5, votre texte prévoit que tout étudiant pourra, à sa demande et avec l'accord du président ou du directeur d'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d'1 année universitaire, sa présence dans l'établissement pour exercer d'autres activités lui permettant d'acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel. Le groupe Les Républicains n'est pas contre le principe d'une année de césure. Ça se pratique dans les grandes écoles et c'est une très bonne chose. Par contre, nous ne souhaitons pas qu'elle donne automatiquement lieu au versement des bourses. Cela devrait se faire en fonction d'un projet, soit professionnel ou personnel, que présenterait l'étudiant, et il ne devrait pas y avoir d'automaticité. Pour finir, je voudrais remettre également certains éléments en perspective. En effet, malgré les efforts budgétaires avant tout réalisés durant la période 2007-2012, où en l'espace de 5 ans, 15 milliards d'euros furent investis dans l'enseignement supérieur et la recherche. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, notre enseignement supérieur connaît un déficit de compétitivité. Alors que nous sommes nombreux ici ce soir à être en accord sur le fait qu'il faille poursuivre les orientations liées à la stratégie de Lisbonne, qui précise qu'en élevant le niveau de qualification des citoyens européens en général et pour ce qui nous concerne, celui des concitoyens français en particulier, cela nécessite des évolutions conjointes à au moins 2 niveaux. Des évolutions organisationnelles pour améliorer globalement l'efficacité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche et des évolutions dans le financement du système qui nécessitent plus de moyens à un moment où il sera difficile d'augmenter la dépense publique, ce qui, là encore, oblige à repenser les leviers d'action permettant à nos établissements d'enseignement supérieur pour augmenter leurs ressources hors budget de l'État. Car nous ne pouvons ignorer qu'en matière d'enseignement supérieur, il existe une compétition internationale. Pour faire face à cette compétition dans la production et la transmission des savoirs, où règne une émulation accrue entre les nations et entre les zones d'influence à travers le monde, nous devons absolument intensifier nos efforts pour améliorer la compétitivité de notre enseignement supérieur français. Les enjeux de la compétitivité sont multiples, et notamment économiques, sociaux et numériques. À titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de l'Australie, qui a fait de son enseignement supérieur un puissant levier de l'attractivité globale de l'Australie. Et surtout, économiquement, l'enseignement supérieur australien contribue très fortement à la balance commerciale positive du pays. Ce sont les étudiants étrangers qui contribuent à faire entrer des devises en Australie. Cela a au moins 2 effets très positifs, puisque du coup, cela permet de financer une partie des études des jeunes Australiens et en même temps, cela renforce la capacité d'influence de l'Australie à l'international, car beaucoup de ces étudiants étrangers formés en Australie, lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine, continuent à garder des liens avec l'Australie, notamment économiques, ce qui amplifie encore l'effet de levier économique. Mais les enjeux sont évidemment aussi sociaux. Il s'agit bien de parvenir à élever le niveau global de qualification de notre population française, et cela doit aussi se faire au travers de la formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie. En la matière, les avancées de nos établissements d'enseignement supérieur français restent trop timides. Il faut aller bien plus loin. Il en va de l'intérêt des établissements, mais bien plus, il s'agit là de notre intérêt national. Quant aux enjeux numériques, ils passent aussi par une intensification du recours aux technologies actuelles pour assurer une transmission des savoirs de qualité basée sur l'utilisation du numérique. Là aussi, nous avons des marges de progression malgré les financements effectués au fil du temps, notamment grâce au programme d'investissement d'avenir initié par le président Nicolas Sarkozy, voici presque une décennie. Alors, Madame la Ministre, oui, il faut réagir, mais de manière bien plus forte et efficace que ce que vous n'êtes en train de le faire. Les établissements d'enseignement supérieur français
sont de moins en moins bien classés, à l'exception, faut-il le rappeler, de nos écoles supérieures de management. Cela a des conséquences importantes, puisque les étudiants étrangers sont moins attirés par la France que par le passé. Nous avons évidemment grande peine à rivaliser avec des pays comme les États-Unis ou l'Australie, dont je viens déjà de parler, mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que certains outsiders viennent désormais concurrencer très directement l'Europe en général et la France en particulier, comme par exemple Singapour. En effet, ce pays mène une politique performante d'investissement pour attirer professeurs et étudiants. Ce dont nos établissements d'enseignement supérieur ont besoin, c'est d'un cadre législatif leur permettant de construire des pôles d'excellence avec une plus grande souplesse et une agilité suffisante pour être compétitifs. Or, de cela, vous ne nous en parlez point. Tout ceci manque de vision et de souffle, Madame la Ministre. Et surtout, vous ne parlez pas de recherche. Or, l'enseignement supérieur est évidemment indissociable de l'activité de recherche. Ainsi, si la recherche fait avancer l'enseignement supérieur par la production de connaissances nouvelles, à plus grande échelle, elle contribue aussi et surtout à la compétitivité du pays et bien entendu à sa croissance. En somme, ce premier texte du quinquennat Macron concernant notre enseignement supérieur est un rendez-vous raté. C'est pourquoi les députés du groupe Les Républicains, nous demandons le rejet de ce texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, monsieur le député Hetzel.